Je dois dire que, comme certains auditeurs, je suis complètement contre l'idée qu'on doive se soumettre à une langue internationale qui soit, soi-disant, en train de se fabriquer, qui est naturellement l'anglais, parce que l'anglais ne peut pas avoir une vraie vocation à une langue internationale, puisque c'est la langue du pays ou des pays les plus puissants industrialisés du monde, et donc il n'est absolument pas neutre, il n'est pas du tout innocent. Langue internationale, je suis donc tout à fait contre. Et d'autre part, j'ajoute, je rappelle, que le français est aussi une langue à vocation internationale, derrière l'anglais, loin derrière lui, mais il est aussi, bien qu'il soit parlé par un nombre de locuteurs qui le met seulement au 10e ou 11e rang en termes de volume démographique des locuteurs, il est quand même le deuxième après l'anglais, loin derrière lui, mais deuxième, si on prend comme critère, non pas le volume démocratique, mais le degré de diffusion mondiale. Le français est parlé sur les 5 continents. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir ce complexe ridicule de vouloir que l'anglais soit la seule langue à vocation internationale. Il y a d'autres langues à vocation internationale, le français, mais aussi l'espagnol, mais aussi le portugais, l'arabe, le russe, les langues qui ont une grande diffusion dans le monde. Donc, je suis absolument contre l'idée d'une langue internationale, contre l'idée d'une langue internationale unique. Par ailleurs, j'ajoute que toutes les fois que l'on voit des gens favorables à l'introduction de termes anglais, ces termes anglais, ils les appellent d'une façon complètement fausse, qui est très à la mode aujourd'hui, anglo-saxon. Je ne dis jamais anglo-saxon. Un linguiste de métier, comme moi-même, ne dit pas anglo-saxon. Anglo-saxon, c'est une idée, c'est une notion historique. L'anglo-saxon, c'est l'ancêtre de l'anglais. Aujourd'hui, quand on dit anglo-saxon, on veut dire en réalité anglo-américain. Aucune raison de dire anglo-saxon, je ne dis jamais anglo-saxon, sauf quand je fais un cours sur l'histoire de l'anglais et sur l'époque avant l'invasion normande en 1066, la deuxième moitié du XIe siècle, où l'anglais était constitué à la base des langues germaniques, des gens qui sont venus dans la Bretagne, ce qu'on appelait la Bretagne, la Grande-Bretagne aujourd'hui, et qui étaient les Pictes, les Angles et les Saxons. Les Saxons étaient une des 3 populations. Aujourd'hui, ça correspond à peu près au Schleswig-Holstein, les duchés anciens qui sont les États les plus au nord de l'Allemagne, ainsi qu'au sud du Danemark. Ils venaient de là-bas. Bon, et donc c'est la langue qui s'est formée, s'appelait à l'époque l'anglo-saxon. Aujourd'hui, quand on veut parler de l'anglais, c'est complètement ridicule de dire anglo-saxon, c'est l'anglo-américain, évidemment, qu'on veut dire. Je ferme cette parenthèse. Le fait de croire que l'anglo-américain a une vocation à fournir des mots qui doivent être adoptés tout de suite est un pur snobisme. C'est complètement snob parce que les choses américaines sont à la mode, les États-Unis sont à la mode, et les gens cultivés, les gens qui ne sont pas idiots, tapent complètement à ce snobisme parce qu'ils n'ont pas besoin de la mode pour vivre et pour se considérer comme existants. Donc, c'est une raison de plus pour considérer qu'il n'y a rien à accepter parmi cette pression énorme de journalistes peu cultivés qui voient les mots anglais, qui trouvent que c'est chic, qui les prononcent par pur snobisme et non pas par bonne connaissance, parce que ceux d'entre eux qui ont assez de culture, on peut supposer que Ruquier, Ardisson et surtout Stéphane Bern sont des gens cultivés, et on peut les inviter par amitié pour les aider à essayer de penser à leur connaissance de mots français excellents que certainement ils connaissent, au lieu de tomber dans ce snobisme absurde de croire que c'est chic de se gargariser avec des mots anglais. Mon dernier mot sera pour proposer un exemple qui est celui des Québécois. Les Québécois, loin de eux, ils sont menacés gravement parce que c'est 6 millions de francophones immergés dans un océan de 260 millions d'anglophones, Canada anglophone plus États-Unis, et donc ils savent ce que c'est que le danger mortel de l'anglais. Eh bien, eux, ils inventent, ils ont un office de néologie très important, ils inventent des mots qui sont des excellents mots, bien meilleurs, puisque ce sont des mots français pour toutes les notions qui viennent en masse des États-Unis ou du Canada anglophone, pour toutes les notions exprimées par l'anglo-américain. Donc leur exemple est très bon et on devrait le suivre en France. Et la France devrait arrêter d'être ce qu'elle est malheureusement. Et j'espère qu'elle ne sera plus. La France est aujourd'hui, d'une façon complètement paradoxale et incroyable, le pays du monde où on aime le moins le français. Le pays de la francophonie aime le français. Voyez le Liban, voyez certains pays d'Europe centrale, dont la Roumanie, un peu moins qu'avant, mais ça reste toujours. Vous voyez des pays qui font partie de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. 75 États, gouvernements et provinces qui se réunissent tous les 2 ans et qui ont pour unique objet la promotion, pas la défense, je ne parle pas de la défense, une notion d'arrière-garde, mais la promotion du français.